malheureusement pas intervenir en direct à cette conférence, mais je tenais à enregistrer cette vidéo pour dire mon soutien total aux jeunes qui sont confrontés aujourd'hui à la crise économique et qui s'inquiètent pour leur avenir, qui se demandent s'ils vont arriver à trouver un stage, un emploi, une place en entreprise. Je sais que les jeunes sont les premiers à payer le prix des crises économiques. C'est les premiers à qui on dit « désolé, il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'emploi ». Ce sont les premiers qui voient leur emploi étudiant être brutalement interrompu. Ce sont les premiers qui voient leur contrat court ou leur intérim ne pas être renouvelé. Ce sont aussi ceux à qui on explique qu'on ne pourra pas trouver de place immédiatement et qu'ils vont devoir attendre. Les jeunes qui sont entrés sur le marché du travail juste après la crise de 2008 et qui en payaient encore le prix des années après par moins d'emplois stables, par moins de perspectives d'évolution de carrière, par des salaires moins élevés, c'est exactement cette situation que nous ne voulons pas voir se renouveler. Nous ne voulons pas cette injustice pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc je veux adresser à tous les jeunes qui nous écoutent et à cette conférence un message simple. Nous allons tout mettre en œuvre et continuer à tout mettre en œuvre pour soutenir les jeunes dans cette période difficile et leur permettre d'accéder à l'emploi dans les meilleures conditions possibles. Nous allons d'abord lutter contre la précarité étudiante, car de très nombreux étudiants se sont retrouvés du jour au lendemain avec des difficultés pour joindre les deux bouts. Quand on vous supprime du jour au lendemain un stage, un petit boulot qui aide à financer vos études, eh bien la vie devient immédiatement beaucoup plus difficile. Nous avons donc dégagé des aides exceptionnelles de 200 € au printemps et de 150 € fin novembre qui ont été versées aux jeunes et aux étudiants précaires. Comme le président de la République l'a annoncé en fin de semaine dernière, une nouvelle aide exceptionnelle peut être envisagée au début de l'année 2021. Nous ne voulons laisser personne de côté et nous ne voulons pas que nos jeunes qui font des études se retrouvent dans des situations intenables au début de l'année 2021. Nous avons aussi baissé le prix de repas universitaire qui est passé de 3 à 1 € pour les étudiants boursiers afin d'éviter que des étudiants ne soient obligés de sauter des repas par manque de moyens, ce qui serait totalement inacceptable dans la grande démocratie dans laquelle nous sommes. Nous soutenons les jeunes pour éviter qu'aucun d'entre eux ne se retrouve sans activité. Nous allons prolonger les études et les formations. 200 000 places supplémentaires ont été ouvertes en formation, notamment dans les métiers d'avenir, de la transition écologique, du numérique ou de la santé. Nous aidons aussi les entreprises à embaucher des jeunes. Nous avons créé une prime à l'embauche pour tous les jeunes de moins de 26 ans, recrutés entre août et janvier pour au moins 3 mois. Nous versons également une prime pour tous les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation signés jusqu'à fin février. 5 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs. Le résultat, c'est que nous allons arriver en 2020, en pleine période de crise économique, à signer autant de contrats d'apprentissage qu'en 2019. Enfin, il y a un autre moyen de soutenir les jeunes auquel je crois profondément. C'est l'investissement que nous faisons dans l'avenir, dans les technologies du futur. Le plan de relance que nous avons commencé à mettre en œuvre, il a pour but de préparer l'avenir de notre économie, de préparer la France de 2030. Quand nous investissons dans la rénovation énergétique des bâtiments, quand nous investissons dans l'organisation des filières, dans les parcours de compétences, dans la rénovation énergétique de ces bâtiments, quand nous mettons en place une stratégie hydrogène pour que la France soit un des grands pays producteurs d'hydrogène décarboné en France, nous investissons pour les emplois de demain, donc nous investissons pour les jeunes. Quand nous investissons aussi pour relocaliser en France des activités industrielles à haute valeur ajoutée, nous investissons pour les jeunes. Investir dans les technologies d'avenir, financer la transition écologique, former à des métiers, structurer des filières qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment structurées et pas suffisamment organisées, c'est offrir des débouchés aux jeunes dans cette période de crise. Enfin, je vais terminer sur un mot de confiance dans l'avenir. Je sais qu'actuellement, certains ont le sentiment que tout s'effondre, que les choses vont mal et qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Moi, ma conviction, elle est radicalement différente. C'est qu'au sortir de cette crise, la France peut sortir plus forte. Nous avons une économie qui est attractive, innovante. Nous avons toutes les capacités pour nous redresser rapidement. Dès que les contraintes sanitaires sont levées, on l'a vu au 3e trimestre, la croissance rebondit fortement. 18,7% au 3e trimestre, c'est le rebond économique le plus important de l'Union européenne. Donc la France a des réservoirs de talents, de compétences, de force qui sont entre les mains des jeunes
et qui n'ont pas encore donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Je remercie une dernière fois le Cercle des économistes pour avoir organisé cet événement et pour nous avoir conseillé durant ces derniers mois sur les mesures les plus efficaces à mettre en place pour soutenir notre économie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de conférence et je vous redis à quel point vous pouvez croire dans l'économie française et dans la France. Merci à tous. Bon, on redémarre là. Chers amis, notre ministre de l'économie a été très positif. Je vous suggère, puisque nous allons conclure de cette journée qui a été très passionnante, qui a été très exceptionnelle dans la densité de tout ce qui a pu être dit, euh, je vous suggère que nous séparions en deux nos conclusions, que quatre d'entre nous, en l'occurrence M. Baudet, Robert Zarader, M. Scholl et Vincent Giret, acceptent au fond peut-être de revenir sur ce qui les a frappés le plus dans la journée. Et puis les trois membres du cercle, peut-être qu'on pourra faire quelques remarques conclusives sur ce que nous avons à proposer. Je voudrais juste peut-être dire quelques mots, un mot, ou trop plus exactement, quelques expressions qui m'auront frappé dans la journée. Le mot urgence, parce que, à l'évidence, la situation des jeunes va se détériorer, déjà en train de se détériorer, mais c'est loin d'être fini. Le mot résilience, le sondage ELAB montre à quel point les jeunes de 18 à 24 ans sont prêts à prendre en main leurs affaires et avec beaucoup de courage. Le mot bonne volonté, le gouvernement lance plein d'opérations, elles sont diverses. Ce que Jean Castex nous a dit était très intéressant, mais au fond un peu dispersé, peut-être insuffisant, et c'est peut-être là-dessus que je vous suggère, chers amis, de la conclusion de bien vouloir réfléchir, donc en deux séquences qui sont peut-être de 20 minutes chacune. Voilà, donc je laisse la parole aux quatre premiers, et puis nous reprendrons peut-être vers 18 h la parole côté du cercle des économistes. Bonjour. Et puis, il faut vraiment que mes amis, que vous repreniez la parole, car je ne me sens pas capable ni le niveau de me substituer à des personnalités aussi talentueuses que les quatre réunis. Donc, c'est à vous maintenant la parole. Peut-être Robert, tu peux commencer, Robert Zarader, puisque Robert Zarader est le patron des Quansi et c'est avec lui qu'on a monté toute cette opération. Donc, il en connaît les tenants, les aboutissants et nous a déjà beaucoup aidé depuis toujours sur la réflexion qu'on peut avoir sur la jeunesse. Donc, je cède la parole à Robert Zarader. Ah, Sinon, je peux commencer si vous voulez. oui, peut-être, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, donc bonjour, je m'appelle Jules Baudet, je suis étudiant à l'École normale supérieure et je suis chercheur en économie. Et donc moi, j'ai pu assister à toute la On journée de n'entend pas. débat. Ah, là, vous m'entendez ou pas? D'accord. Il y a Est-ce des qu'on m'entend ou connexions. Voilà. pas? Oui, on vous entend bien. Bon, fantastique. Donc oui, donc je suis étudiant à l'École normale supérieure et j'ai pu assister à toute la journée de débat. Et donc, je pense que le constat sur cette crise est assez clair. Donc, je voulais surtout revenir un peu sur les propositions et les solutions qui m'ont le plus marqué. En particulier, je pense que ce qui ressort de cette journée, c'est le besoin de mesures structurelles qui vont plus loin que les mesures ponctuelles qui ont pu être proposées par le gouvernement en ce début de crise. On a commencé la journée avec une réflexion sur la lutte contre la précarité. Et ce qui en ressort, c'est que vaincre la précarité chez les jeunes passe en premier lieu par un revenu qui permet de donner accès à des conditions de vie dignes. Il a été noté notamment qu'il est regrettable que beaucoup d'aides sociales soient encore conditionnées au revenu et au logement parce que cela exclut ceux qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Les propositions phares à ce moment-là, ça a été l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, l'extension de la garantie jeune et surtout
l'instauration d'un revenu de base qui permettrait à chacun de traverser un peu plus sereinement ses études et ou sa recherche d'emploi, par exemple en leur évitant de prendre un petit boulot à côté. Et surtout, ça permettrait de rompre un peu avec cette idée fausse que tous les jeunes peuvent se reposer sur leurs parents pendant leurs études. Bon, je pense qu'il convient d'insister lorsqu'on parle de revenu de base sur le fait, et ça a été répété plusieurs fois, qu'un revenu de base ne désincite pas les individus à travailler. Et cela a été montré dans de nombreux travaux économiques, notamment ceux d'Esther Duflo, qui sont parmi les plus célèbres, je pense. Et le deuxième élément ensuite qui est arrivé pour parler de précarité, c'était celui de l'accompagnement dans la recherche d'emploi. Donc là, ce qui a été proposé, c'était de s'appuyer sur les associations qui accompagnent les jeunes à travers le territoire français et aussi d'équiper Pôle emploi d'outils technologiques peut-être plus performants qui pourraient aider son personnel à faire se rencontrer les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchent à recruter. Et à titre personnel, je pense notamment que la technologie est un allié formidable et qui a beaucoup d'avenir. Notamment la recherche sur toutes les technologies de matching en économie, où en France, on a en plus la chance d'avoir des chercheurs très performants sur ce sujet. Donc par la suite de la journée, la question qui est venue assez naturellement après celle du revenu et de l'accompagnement, ça a été évidemment celui de la formation. Comment proposer des formations qui soient plus adaptées au monde dans lequel nous vivons? Et alors là, il y a Marc Martin, le directeur de l'école de la deuxième chance, qui et qui a été de dire que l'école de la deuxième chance, c'est d'abord une deuxième chance qui est donnée au système pour faire son travail. Et en effet, je pense qu'il y a besoin de cette deuxième chance parce que beaucoup d'élèves perdent aujourd'hui confiance en eux à l'école et ne trouvent pas de voie qui les conviennent. Et là, les solutions marquantes et encore une fois qui ont été répétées plusieurs fois, ça a été de valoriser l'apprentissage et d'accompagner les étudiants vers des formations valorisantes, professionnalisantes, qui les orientent vers des secteurs qui soient porteurs d'emploi. Un des autres problèmes qui vient ensuite aussi assez naturellement, ça a été celui de l'égalité des chances. L'accès à l'éducation en France est malheureusement encore profondément inégalitaire, notamment dans le supérieur, et on a encore l'impression que les trajectoires individuelles sont en grande partie déterminées par l'origine sociale. Je repense notamment aux nombreuses manifestations qu'il y avait eu l'année dernière au même moment que les Gilets jaunes dans les universités, qui réclamaient plus de démocratie, de moyens, d'égalité. Je pense qu'il s'agirait de ne pas les oublier et que face à ce vaste problème, il y aurait peut-être de la place pour peut-être même encore une journée complète de débat sur la question ou peut-être d'une initiative sous le même format que la Convention citoyenne sur le climat. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir et qui a aussi été très important dans cette journée, ça a été celui d'adapter nos formations aux défis contemporains. Je pense que l'environnement est un des problèmes les plus urgents qui nous fait face, et pourtant, c'est le grand absent des programmes scolaires. Et une des propositions assez fortes qui a été proposée, c'est de rendre obligatoire une séquence de formation de quelques heures dans le supérieur, et ce, dans toutes les formations d'enseignement supérieur, pour réussir à faire rentrer un peu une dimension écologique dans les programmes. Donc, pour résumer, un revenu, une formation adaptée et valorisante, l'accompagnement dans la recherche d'emploi et la proposition de perspectives adaptées aux défis contemporains. Voilà un peu les éléments centraux pour faire un résumé d'aujourd'hui. Et pour conclure, il y a deux petites pensées personnelles qui m'ont traversé aujourd'hui. Donc là, je parle vraiment avec ma voix d'étudiant. La première, c'est que j'ai encore eu l'impression d'entendre, et je l'entends encore trop souvent, cette parole qui dit que les jeunes sont formidables, qui sont la source d'espoir, qui va prendre le relais, qui va résoudre les problèmes de notre société, en particulier la crise climatique. Et je veux donc rappeler que le pouvoir et les moyens d'agir concrètement et de manière rapide face à cette urgence, ce pouvoir-là, il est entre les mains d'acteurs qui ont pour la plupart plus de 29 ans, qui ne sont donc pas dans la catégorie de jeunesse qu'on a pu choisir aujourd'hui. Et je pense que la lutte de notre génération autour de ces questions ne dédouane ni ne dispense d'action nos aînés. Je pense au contraire qu'elle les accable quelque part. Elle leur montre une forme d'échec. Ma deuxième pensée, ça a été de remarquer que le monde de demain est plein d'incertitudes.
on l'a entendu beaucoup, la crise sanitaire bouleverse notre compréhension du monde, scientifique, humaniste, et nous pousse à avancer avec modestie. Et face à ce monde de plus en plus complexe, je pense qu'il est vraiment essentiel que nos décideurs politiques travaillent main dans la main avec le monde de la recherche. Et pourtant, ce qu'on voit dans l'actualité, c'est une loi de programmation de la recherche qui est fortement contestée par le milieu académique parce qu'elle vient le précariser. Je pense donc qu'il faut réhabiliter les chercheurs, les impliquer dans les décisions politiques et économiques qui vont s'annoncer de plus en plus complexes et presque systématiquement leur faire appel pour prendre des décisions. Et je pense que la journée de discussion et le travail du cercle va dans ce sens et devrait être généralisé à d'autres disciplines et à toutes les problématiques. Merci beaucoup. Bon, Robert est revenu. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi de parler? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est à moi de parler? Oui. Non, c'est à Robert. Vas-y, Robert. Bonjour, alors c'est à moi de parler, donc d'abord désolé pour ces incidents techniques. Alors, je voulais un peu prolonger ce qui a été dit tout au long de la journée autour de trois points qui déjà ont été partiellement abordés par Julien. Le premier point que je voulais aborder, c'est qu'effectivement, ça a été souvent dit, parler des jeunes de manière indifférenciée, ça n'a pas un grand sens. Et si ça ne pouvait pas être mal interprété, je dirais que on n'a pas déposé un jeune étalon au pavillon de Breteuil. Donc, et la jeunesse, c'est un parcours. C'est le deuxième point qui est important. Ça a été là aussi beaucoup abordé. La jeunesse, c'est pas la conjugaison avec de manière discontinue un moment de la formation, un moment de l'éducation, un moment de un CDI. Donc, c'est un parcours, et c'est ce parcours-là qu'il importe aujourd'hui de réellement prendre en compte. Et ce parcours, pour moi, il a, et la crise l'a révélé encore plus, trois caractéristiques majeures aujourd'hui qu'il convient vraiment d'avoir à l'esprit. La première de ces caractéristiques, c'est que les jeunes, et partout dans le monde, puisqu'une enquête récente l'a montré, ont un besoin, une envie et une capacité d'engagement extrêmement forte. On le voit en France un peu à travers les analyses qu'on peut faire aujourd'hui du service civique et des engagements qui y sont consacrés, mais on le voit partout dans les pays développés. Aujourd'hui, 80% des jeunes dans le monde, sur une douzaine de pays qui ont été analysés, affirment la même force et la même volonté de s'engager dans les associations, de s'engager dans l'altruisme, dans la capacité à aller vers l'autre, notamment pendant les périodes qu'on vient de connaître de Covid, mais aussi et surtout de s'engager pour l'environnement. C'est un point important, il a été abordé à diverses reprises, et c'est une évidence aujourd'hui qu'il y a une pression très forte de la jeunesse, d'autres catégories bien évidemment de populations avec des démographies différentes, mais en faveur de politiques, d'actions, d'idées qui améliorent cette dimension environnementale et sociale. Donc, un vrai besoin d'engagement est partout dans le monde. Le deuxième point que je voulais aussi signifier, on l'a vu à travers ce qui a été raconté autour des conventions citoyennes, autour des expressions, c'est que les jeunes ont besoin, et c'est très difficile en ce moment, de connaître des débats, des échanges, et une vraie réalité de débats, d'échanges autour de convictions fortes. On constate dans toutes les études qui sont faites de manière sociologique un peu fine que les jeunes en ont assez, qu'on leur assène des certitudes, et on leur assène d'autant plus de certitudes qu'on est rentré dans des périodes où il y a des fortes stigmatisations. Cette dimension des certitudes qui sont assénées, finalement, elle ressort d'un autre phénomène, c'est l'éloignement des jeunes avec le politique, avec ce qui incarne la politique, mais avec le politique de façon plus générale, tel qu'il est représenté aujourd'hui, bien évidemment dans les pays qui ont des difficultés démocratiques, c'est une évidence, mais même dans les grands pays démocratiques, c'est
constituait vraiment un éloignement, un fossé entre les jeunes et les représentations politiques. Ça ne signifie pas qu'il n'ait pas d'idées, qu'il n'ait pas d'intérêt pour le sujet, mais ça signifie simplement que les institutions, les organisations, les partis, les corps intermédiaires, aujourd'hui ne se sont pas organisés pour faire en sorte que les jeunes rejoignent ce débat d'idées. Et on assiste, on a beaucoup parlé de précarité, Julien vient encore d'en parler, à une nouvelle forme de précarité qui est extrêmement dangereuse et insidieuse. C'est ce que Laurent Berger a récemment appelé la précarité démocratique, et elle est particulièrement présente chez les jeunes, chez tous les jeunes, chez les jeunes diplômés, peut-être encore plus fortement sur les jeunes non diplômés, mais partout cette précarité démocratique, elle est tangible. On la mesure à travers l'abstention, on la mesure à travers des mouvements spontanés qui essaient de lutter contre cette précarité démocratique. On a vu qu'on a essayé de le compenser par des opérations comme les conventions citoyennes, mais sans doute faut-il aller plus loin. On voit qu'aujourd'hui, on est très loin de 1974, de l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir, et de sa capacité qu'il a eue à imposer, par exemple, la majorité et le vote à 18 ans. Aujourd'hui, les jeunes sont jugés capables d'aller en garde à vue, d'être incarcérés dès 14 ans. Mais en revanche, aujourd'hui, les faire participer à la vie démocratique du pays, mais même à des vies démocratiques locales qui les concernent directement, on voit que, par exemple, le vote à 16 ans ou la participation effective à 16 ans à la vie politique du pays souffre vraiment d'un rejet de presque l'essentiel des partis politiques et des hommes politiques. Et là, il y a à l'évidence quelque chose à penser. On ne peut pas penser qu'entre 1974 et aujourd'hui 2020, il n'y a pas eu une évolution dans la maturité politique des jeunes, comme dans d'autres domaines, dans l'évolution des mœurs. Eh bien, il y a une évolution dans la maturité politique. Et il y a aujourd'hui une exigence extrêmement forte de lutter contre cette précarité démocratique. Et moins le débat s'organise, moins cette précarité démocratique pourrait diminuer. Je crois qu'aujourd'hui, elle est à un point qui me paraît extrêmement préoccupant quand on voit un certain nombre de sondages sur les appétences politiques des jeunes qui ont énormément évolué au cours de la dernière décennie, et on voit que des formes illibérales, des formes autocratiques prennent de plus en plus de poids chez des jeunes qui se sentent sur le bord de la route et ne pas participer aujourd'hui au jeu démocratique. Voilà, c'était les points que je voulais aborder. C'est un angle qui a été abordé dans la journée. C'est un angle qui est mondial, parce que cette attitude des jeunes vis-à-vis du politique et vis-à-vis de cette forme nouvelle de précarité, elle est partout présente, et je crois qu'il est important d'ajouter à nos réflexions, et je crois que le Cercle des économistes, en organisant ce type de journée, permet d'échanger sur ces sujets, mais je crois qu'il faut qu'on trouve des formes d'échange beaucoup plus systématiques, et qu'on arrête finalement d'assister à des gens qui débattent en silo, qui sont plus dans l'invective que dans l'échange, et d'en faire finalement le seul mode de communication médiatique ou pseudo-démocratique qu'on connaîtrait aujourd'hui en France et dans d'autres pays. Voilà, j'en ai terminé, et je vais passer la parole à l'orateur suivant, je crois qu'il est Eric ou Vincent. Alors, c'est à moi? À toi. Alors, ok. Je dis quelques mots aussi. D'abord, je rebondis sur ce que tu viens de dire précisément, en te réjouissant à la fois de ce dialogue de la journée et de la nécessité d'inventer de nouvelles formes de dialogue. Je suis très heureux que France Info et Radio France aient été partenaires de cette journée de dialogue. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, et je crois précisément que ça manque, que ça comble un vide aujourd'hui, ou un manque en tout cas, pas un vide parce qu'il existe des choses. Et les médias d'ailleurs ont été souvent évoqués dans ces échanges, et notamment par les jeunes générations qui ont pris la parole.
avec un regard parfois un peu critique, en contestant la hiérarchie de l'information des médias, etc. Mais je pense globalement, et c'est pour ça que cette initiative est intéressante, on a du mal, et je commence donc un peu par une autocritique, j'allais dire un peu collective, mais je pense qu'on a du mal à faire entendre la voix des jeunes générations, d'abord parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, mais aussi c'est un sujet, je pense, de réflexion pour nos médias, particulièrement d'ailleurs pour ceux du service public. On a besoin d'inventer, d'être plus innovant, plus créatif et d'inventer des passerelles pour favoriser l'expression, le dialogue, et puis de faire bien remonter différentes problématiques et différents regards, de solutions aussi, de suivre le parcours de ces jeunes générations. Ça, c'est la première chose. Je pense ensuite, dans ce que j'ai entendu, je reprendrai volontiers une phrase de Françoise Benamou tout à l'heure dans le panel précédent. Elle disait, au fond, dans ce qu'on a entendu, ce n'était pas tellement une génération empêchée, mais c'était une génération agissante. Moi, j'y ai vu beaucoup de choses intéressantes. Je commence peut-être par une chose qu'a dit Julien tout à l'heure, en disant il faut pas que les autres générations se sentent exonérées, non pas tant d'un examen de conscience, mais du fait d'être partie prenante aujourd'hui aussi sur la situation de la jeunesse. Et je crois que c'est important. La problématique de la jeunesse, c'est pas simplement celle des jeunes, c'est celle de la société. On a besoin de retrouver un sens collectif et dans un modèle qui a été très largement conçu lors de l'après-guerre, dont on voit bien qu'il est au bout de la corde, si j'ose dire, et qu'il a été rapiécé, mais qu'il n'a pas été refondé. Il y a certainement quelque chose de systémique à réinventer aujourd'hui entre les générations, une sorte de nouveau deal, de nouveau pacte social, et je crois que cette journée s'en est fait l'écho et a jeté aussi un peu les jalons de ça. Je dirais aussi un autre point sur la question de l'engagement qui m'a intéressé. Je crois que chaque génération invente ses propres ressorts aussi en matière d'engagement et aussi de sens qu'on va chercher dans le travail, par exemple, dans le parcours professionnel. Pour parler d'une chose que je connais, et c'est les jeunes générations de journalistes aujourd'hui, j'étais aux États-Unis avant le confinement à un congrès de journalistes, de jeunes journalistes américains, journalistes qui travaillent sur le digital. Et ce qui était très saisissant, c'est que les deux sujets principaux qui ont structuré tous les échanges pour une génération qui a entre 25 et 35 ans et qui vraiment réinvente l'imaginaire du journalisme, c'est l'urgence climatique et la lutte contre la désinformation. Et bien évidemment, vous me direz, c'est les États-Unis, l'urgence climatique, ils sont dans un pays qui est encore majoritairement climato-sceptique. Mais je crois que ces deux dimensions-là, l'urgence climatique et le contexte général d'information, de fausses informations, de désinformation, de manipulation de l'information, en tout cas pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la carrière du journalisme, c'est deux manières de retrouver du sens dans ce métier qui leur donne envie de pratiquer ce métier. Et je pense que c'est applicable à bien d'autres choses, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a un changement aussi de génération sur les motivations par exemple dans ce métier du journalisme, et qu'il y a une réinvention aussi de l'imaginaire, de la nécessité, du sens aujourd'hui dans ces métiers-là, et c'est bien évidemment totalement réjouissant. Tous ces débats m'ont fait penser à un petit livre qu'a écrit Bruno Latour, qui est philosophe, sociologue, anthropologue, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Où atterrir. Et d'ailleurs, il l'a réévoqué dans des textes plus récents qu'il a écrits pendant la période du Covid. Et en fait, il nous exhorte collectivement à ne pas gâcher cette période, à en faire quelque chose de cette période. Et dans son livre Où atterrir, il évoquait précisément la nécessité pour chacun d'entre nous d'essayer de se projeter et d'essayer de voir dans quel monde on avait envie d'atterrir. Et ça, je trouve que la démarche est extrêmement fertile parce que elle engage chacun d'entre nous, elle nous pousse chacun d'entre nous à définir les conditions de vie qu'on a envie d'avoir avec les autres, le cadre aussi, les conditions environnementales, tout un tas de sujets de société qui touchent au lien social, à l'environnement bien sûr, au sens que nous avons dans les liens que nous avons avec les uns avec les autres. Et cette démarche Où atterrir qui pousse chacun à réfléchir, à se projeter, à construire aussi un socle de valeurs. Je trouve que cette démarche très intéressante et j'ai entendu l'écho de ça dans les débats d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui m'a aussi intéressé, et ça va dans ce sens, c'est que bien évidemment il y avait des choses qui ont été d'ailleurs rappelées par Julien. Il y a une demande de politique, de mesures structurelles, surtout dans cette période où beaucoup ont parlé de périodes plombées, de périodes difficiles. Bien sûr qu'il y a besoin de décisions, d'accompagnement politique, de gestes significatifs. Mais j'ai aussi beaucoup entendu en parallèle pendant tous ces échanges l'idée que tout ne devait pas tomber d'en haut,
que chacun pouvait être aussi proactif dans la construction du monde dans lequel il a envie de vivre et de s'y épanouir. Beaucoup ont parlé de la nécessité de se construire quelque chose, voilà, où il y avait du sens, mais il y avait surtout l'idée d'être heureux aussi dans une activité, un engagement, un sens, un rapport aux autres, des heures de travail. J'ai trouvé aussi que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je termine juste en disant que finalement dans ce monde d'après, sans doute ne sera-t-il pas d'ailleurs fondamentalement différent, mais cette crise du Covid va être un accélérateur prodigieux d'un certain nombre de choses, de tendances, de difficultés parfois, mais peut-être aussi de choses qui tiennent à des choses plus positives, à des dynamiques plus positives. Je crois que par exemple, il y a une accélération extrêmement forte de la culture numérique, de l'usage numérique, qui a été provoquée, j'allais dire un peu de gré et de force par cette crise Covid, et de ça il peut aussi sortir quelque chose. Je crois qu'il y a un énorme sujet pour les différentes générations aujourd'hui, mais qui va embarquer beaucoup les jeunes générations, c'est l'apprentissage de la société numérique, c'est la régulation de l'espace numérique. Nous sommes aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de l'information par exemple, dans un domaine totalement dérégulé. Il y a toute une société à construire avec le numérique. Et ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui nous porte au-delà de la crise d'aujourd'hui, qui constitue autant d'opportunités sociales, professionnelles, personnelles, et qui permettent à chacun de se créer un destin, un parcours, une envie. Et c'est ce que je souhaite. Et j'ai trouvé personnellement qu'il y avait beaucoup d'énergie et de choses intéressantes, très nourrissantes dans la journée d'aujourd'hui. Et je vous en remercie. Merci Vincent, c'est à mon tour donc de prendre la parole. J'ai moi aussi énormément appris aujourd'hui sur des sujets pourtant qu'on a l'impression de travailler tous les jours et depuis maintenant des semaines et des mois, c'est-à-dire à quel point cette épidémie nous a complètement obligés à revoir, nous, journalistes, la façon, si ce n'est de travailler, en tout cas d'envisager les sujets, puisque on n'est pas dans une discipline, mais dans de très nombreuses disciplines. On est à la fois à la lisière de la science, du médical, de la lutte contre les fake news, également de la géopolitique aussi, je vais y venir dans un instant. On est bien sûr, et on l'a vu aujourd'hui dans la partie économique, sociale, sociétale, culturelle, je regardais le nombre de couvertures consacrées au Covid qu'a pu faire le journal que je dirige, l'Express, depuis quelques mois. C'est quasiment un tiers, voire presque la moitié des couvertures depuis le mois de mars. Et parler des jeunes, aborder ce problème de la jeunesse, c'était évidemment un sujet dont on se parle depuis plusieurs mois sans arriver jusqu'à présent à le définir et en faire un vrai dossier. Autant vous dire que lorsque le Cercle des économistes nous a proposé de nous associer à cette réflexion, on a tout de suite dit oui. On était très heureux de pouvoir le faire dans un cadre qui m'a semblé extrêmement... je crois que cette journée était quand même aussi placée sous le sens de cette réflexion. Et ce que j'ai voulu apporter, c'est une touche internationale, parce que on l'a dit, cette crise, Robert Zalder l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on observe ici, on le retrouve aussi à l'international. La jeunesse, elle a été traumatisée, bloquée, paralysée, mais en même temps, elle a montré cette même énergie, ce même besoin dont on parlait à l'instant, que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant d'aller regarder dans plusieurs pays, dans 7 pays, au fond, qu'est-ce que ça signifie avoir 20 ans en 2020 et comment on a 20 ans aujourd'hui en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Italie, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Pourquoi je parle de ces pays? Parce que si vous regardez, sur peut-être de la Côte d'Ivoire, ces pays-là ont été finalement quasiment les plus impactés, l'Inde aussi, par cette crise du Covid, que ça soit par les millions de cas qu'on y observe, la progression de l'épidémie et évidemment malheureusement le nombre de décès. Et donc des vies qui ont été touchées de plein fouet par les confinements, par les conséquences économiques et sociales. Et donc en ce sens-là, on a été interviewé des jeunes un peu partout et ils disent des choses qui sont
assez proches, c'est-à-dire, et tant mieux, on retrouve souvent cette même énergie, à la fois ce choc, c'est l'histoire de Aubrey Tierney, qui est une jeune étudiante américaine qui fait ses études à New York, Texas, qui a 20 ans et qui nous explique qu'elle fait des études de théâtre. Et elle explique, pour moi, New York, c'était la liberté, la fête, c'était le théâtre de Broadway, c'est aussi les rencontres. Et en fait, depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, elle est seule dans sa chambre. Elle nous explique que pour se retrouver entre jeunes, les parcs sont devenus les seuls points possibles de rassemblement. Elle nous dit aussi que jouer des pièces de théâtre devant une webcam, c'est possible. La scène lui manque, bien sûr, mais elle explique un truc et qui m'a semblé important à rapporter ici. Elle dit, la crise m'a appris à m'adapter, et elle finit cette petite interview sur cette idée évidemment positive, et tous sont positifs. Broadway finira par ouvrir. Alors on a été voir aussi en Côte d'Ivoire Yaya Koné, qui a 20 ans, qui est un fils de quincaillier, qui vient du nord du pays, de Côte d'Ivoire, et qui lui aussi a débuté son année universitaire en octobre, alors qu'il aurait dû commencer au mois de mars. Tout a été bloqué, et lorsqu'il a commencé avec plusieurs mois de retard son année universitaire, il était en colère. Pourquoi? Parce que les codes de connexion qu'on lui a donnés ne fonctionnaient pas. Alors, évidemment, il y a cette colère, mais d'un autre côté, il nous dit, je reste motivé, je garde mon rêve de devenir juge pour lutter contre la corruption, j'ai confiance dans ma génération, nous avons des idées neuves. Et puis, il y a Nastia, elle a 19 ans, elle est en Russie, et elle étudie à l'Institut du sport, de la jeunesse et du tourisme. Elle est en 2e année, donc c'est à Moscou. Tous ces cours sont à distance. Essayez de voir un instant, imaginez un instant faire des cours de sport à distance. Eh bien voilà, c'est ce qu'elle fait. Les séances de sport sont remplacées par des cours de théorie, nous explique-t-elle. Et elle avait économisé pendant longtemps pour pouvoir voyager. Elle rêvait pour essayer d'avoir un passeport pour partir à l'étranger. Mais c'est pas grave, tout ça, elle a dû attendre, reporter ses projets, mais elle nous dit, je vais continuer à avancer vers mes objectifs. La pandémie ne m'arrêtera pas. Et puis, on est allé aussi en Chine voir Rong Mangyu. Rong Mangyu, il a 25 ans, il est un peu plus âgé. Lui, il a fait une partie de ses études aux États-Unis, il est rentré, il est à Wuhan. Vous savez, Wuhan, c'est là où il y a 1 an, précisément, juste 1 an, le virus est apparu. Et c'est où il y a eu ce confinement pendant 77 jours. Wuhan, cette ville de 11 millions d'habitants, eh bien, Rong Mangyu, le confinement est arrivé, il est sorti la nuit, il a tout de suite mis en place un système d'entraide pour essayer d'apporter des masques, des gants, des combinaisons. Et puis, comme il nous dit, on n'a demandé ni salaire, ni qu'on voulait juste aider les médecins. Je me suis fait beaucoup d'amis à ce moment-là, et aujourd'hui, il veut rester à Wuhan. Il m'explique aujourd'hui à quel point il a compris que la vie est fragile. En Inde, l'Inde est un des pays, le 2e pays sans doute le plus touché par le virus. 10 millions de cas aujourd'hui en Inde, plus de 40 000 morts. Alors, on a été voir Ahan Raizada, qui a 21 ans et qui est, lui, il s'est situé sur un terrain très personnel. Il nous a parlé de sa relation amoureuse. Il s'est retrouvé séparé avec sa copine, avec qui il vivait depuis un petit moment. Il nous dit, en fait, notre histoire est plus solide que jamais. Et ses copains, il les voit à distance. Ils sont aux 4 coins de l'Inde. Avant, il a l'habitude de se rencontrer. Tout ça, ça se passe par Zoom. La fête des 20 ans d'un copain, il l'a faite sur Zoom. Et comme il nous dit, j'essaye de m'adapter à cette situation, et j'ai finalement retrouvé mon optimisme. Il a d'abord pratiqué le yoga pendant plusieurs mois, et puis finalement, il a pu reprendre depuis septembre le foot, mais sa fac reste fermée. Ce qu'il espère, c'est évidemment pouvoir retourner en cours. Je voudrais pas prendre trop longtemps la parole, mais vous parlez encore du Brésil. Le Brésil, pays extrêmement touché, 7 millions de cas aujourd'hui recensés au Brésil, 45 000 morts, avec une gestion catastrophique par le pouvoir brésilien. Eh bien, je voudrais vous parler de Lidiane Vieira, qui a 21 ans. Lidiane, sa mère est femme de ménage, elle vient de Rio de Janeiro, elle habite dans un favela au nord-ouest de Rio de Janeiro, elle habite donc avec sa mère qui est femme de ménage. Elle voulait commencer ses études, elle a dû interrompre ses études pour aider sa mère en faisant des petits boulots, en vendant des beignets à la rue et puis plein d'autres petits boulots. Et elle dit, voilà, dans ce favela où nous vivons, si nous tombons malades, il n'y a finalement médecin dans ce dispositif
dispensaire pour soigner 80 000 habitants. C'est ça aussi, cette vie, une vie très compliquée, très difficile. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'avec ou sans pandémie, finalement, on vit de toute façon au jour le jour. Donc, elle garde espoir. Et c'est ce qu'elle nous dit. C'est là aussi encore un message d'espoir et un message, si vous voulez, d'énergie. C'est ce qu'on a retrouvé chez la plupart de de tous ces jeunes qu'on a interviewés. Et je veux dire que même si les situations géopolitiques, si les situations de confinement, ça a commencé ou fini à un autre moment, ce qu'on a observé chez la plupart de ces jeunes, c'est évidemment d'abord des vies extrêmement affectées dans leur jeunesse, dans leur vie quotidienne, mais la même force et le même engagement dont on parlait tout à l'heure, et on l'a vu, pour se projeter dans un avenir. C'est ça que je trouve très rassurant, et j'ai entendu la même chose aujourd'hui qui a pu être exprimée dans cette journée. Le petit mot que je souhaitais le faire avec ce tour international pour dépasser en fait un peu notre hexagone. Merci beaucoup. Comme nous étions 7 à intervenir pour cette conclusion, ça nous est apparu plus logique et plus simple de séparer en 2 parties, mais en réalité, chacun a bien exprimé tout ce qu'il avait en tête. Je voudrais donc maintenant, avec mes 2 camarades Stéphane Carcillo et Catherine Lubochinski, dire au fond ce que nous pensons. J'ai juste une première remarque, c'est que lorsque nous sommes retrouvés à Aix-en-Seine et que nous avons construit ce que nous appelons la déclaration finale, le point numéro 1, c'était sur la jeunesse. Après, peut-être que les mesures que nous proposions étaient à discuter, mais en écoutant cette journée, je me suis dit, on ne s'est pas trompé, et donc il faut continuer inlassablement à rappeler au gouvernement que un pays vit d'abord son avenir par sa jeunesse et qu'il faut donc peut-être repenser les propositions qu'ils nous ont faites, on y revient dans un instant, de manière plus large, plus offensive et peut-être plus organisée que ce que on nous propose aujourd'hui. Donc, je vous propose juste qu'on se succède. Catherine, elle est professeure à Paris 2, Stéphane est professeur à Sciences Po, et donc on va conclure avec notre regard d'économiste, mais d'économiste généreux par rapport à la jeunesse. Catherine? Oui. Bien, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est qu'avec le sondage fait en 2020, malgré la crise de la Covid, les jeunes pensent encore que 20 ans, c'est le plus bel âge. Donc, il faut quand même pas oublier cette note un peu d'optimisme. Alors maintenant, pour en revenir aux aspects plus économiques, on est bien tous d'accord que l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour répondre à la crise sanitaire en faveur des jeunes, c'est quantitativement impressionnant, mais que quand on va un peu dans le détail, on s'aperçoit que dans ce total, on a des mesures ponctuelles, ce qui est normal parce que Philippe Martin l'a souligné, la crise, elle est ponctuelle, espérons-le. Il y a des mesures structurelles parce qu'avec cette crise, on a mis en exergue des points de faiblesse structurels de nos économies face aux évolutions technologiques, numériques, climatiques, etc. Et plus gênant, il y a aussi un certain nombre de mesures de saupoudrage. Et là, quelqu'un, je me souviens plus qui, a fait remarquer que 350 € aux étudiants boursiers sur une période de 8 mois, je pense pas que ça change profondément le problème de ces étudiants boursiers. Donc, en fait, il faut repenser globalement les revenus des jeunes sans emploi, qu'ils soient en formation ou non, et Jules Baudet nous l'a rappelé aussi tout à l'heure. La multiplicité aussi des mesures qui ont été prises en faveur des jeunes, que ce soit directement pour eux ou indirectement via les entreprises, conduit malheureusement à un manque de visibilité, voire conduit à s'interroger sur la cohérence globale du système mis en place. On a un peu l'impression que ces mesures pour les jeunes, c'est comme les aides sociales ou comme les impôts et les taxes. Il en existe une multitude, on en crée une à chaque fois qu'un besoin apparaît, et donc au fur et à mesure, on n'a plus de cohérence globale, on n'a plus du tout de flexibilité et d'adaptabilité, et il y a une perte d'efficacité. Donc, il faut des mesures globales. On est bien d'accord là-dessus, sauf que, et ça a été aussi souligné, l'hétérogénéité des situations des jeunes
fait qu'il faut des mesures différenciées en fonction des catégories. En particulier, on a parlé des NEET ou des NET, vous les appelez comme vous voulez, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas en formation ni rien. Il est inadmissible qu'un pays développé ait une telle quantité de NET. On sait que le décrochage intervient très tôt dans le primaire, voire à la maternelle. Il est indispensable que le gouvernement qui a commencé, mais qui doit continuer, à injecter massivement des moyens dans le primaire. Certes, on pourrait dire que ce sont des dépenses récurrentes et que peut-être ça fera de la dette, mais c'est pas vrai, parce qu'au bout de 2 décennies, mettons, ça permettrait de réduire les dépenses sociales pour ces futurs nets et qui n'en seraient plus, et ça contribuerait donc à réduire les inégalités, augmenter le taux d'emploi, etc. Mais donc il faut agir tout de suite et massivement. Ensuite, on a, à côté de cette catégorie de jeunes, on a ceux qui sont en bac, entre bac et bac plus 2 ou 3. Là, la problématique est aussi différente. Je ferai juste une remarque sur, on a beaucoup souligné les inconvénients liés à la formation en distanciel. Ça a l'avantage de réduire un peu l'engouement qu'il y avait eu envers les MOOC quand on pensait que c'était la solution miracle, la panacée universelle, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de suivre une formation classique. On voit bien que ça ne suffit pas. Mais on a reproché aux mesures prises, aux mesures sanitaires, de ne pas être suffisamment discriminantes. Et effectivement, si le distanciel peut être efficace quand il n'y a pas de fracture numérique, pour des étudiants qui ont intégré les codes d'apprentissage universitaire, par contre, pour tous les bacheliers qui arrivent en première année de fac, on sait, ils sont complètement perdus. Ils sont déjà perdus en temps normal. Vous savez que le taux d'échec en première année est énorme. Moins de 50% des jeunes arrivent à faire leur licence en 3 ou 4 ans. 4 ans, ça fait déjà une année de redoublement. Et donc, pour ces jeunes-là, la priorité vraiment doit être donnée au présentiel, compte tenu que les facs, les universités ont des contraintes de locaux, et bien ces locaux doivent être réservés en priorité à ces premières années, ou deuxième année d'étudiants, et aux travaux de tutorat pour les encadrer. Ensuite, quand on veut parler des étudiants qui ont un master, ils sont déjà privilégiés, mais ils ont aussi parfois du mal à trouver un emploi. Alors pour trouver un emploi, il faut que 2 conditions soient remplies. D'abord qu'il y ait une formation minimale adaptée aux débouchés, et ensuite que les entreprises participent activement au recrutement des jeunes. Alors je vais m'expliquer en 1 ou 2 minutes. Emmanuel Auriol a fait référence au fait que la France fournit 40% des diplômés en psychologie de toute l'Europe. Plus globalement, à la rentrée 2020, on a 30% des nouveaux bacheliers qui se sont inscrits en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales, qui sont des matières passionnantes, mais qui posent des problèmes de débouché. Il y a seulement 14% des jeunes bacheliers qui se sont inscrits en sciences à l'université. Alors, il devrait être, et ça a été aussi souligné, obligatoire d'informer sur les débouchés effectifs des formations proposées, globalement et en grand nombre. Bon. Alors, par ailleurs, Emmanuel aussi avait souligné qu'il n'y a pas la culture du job d'étudiant en France. Il n'y a pas assez ou il n'y a pas de boulot d'étudiants ou de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vraiment travailler en parallèle des études. Et sauf que les emplois du temps des étudiants ne le permettent pas et les entreprises n'offrent pas ce genre de petits boulots. Il y a une seule exception et c'est pour ça que c'est bien qu'on s'implique et que le gouvernement essaie de développer ces postes, à l'exception de la formation en alternance. Mais si vous prenez les pays anglo-saxons, pour faire une comparaison internationale, certes, les masters sont très très chers, et donc, pour la majorité, les étudiants ont des emplois. Ils ont des jobs, des contrats à court terme, ce n'est pas des CDI, des contrats courts, ils ont des emplois, et l'emploi du temps des études pour des masters est fait pour que les étudiants puissent travailler dans la journée et assister aux cours le soir, c'est-à-dire que l'emploi du temps n'est pas fait pour les enseignants, mais pour les étudiants et pour leur permettre de trouver un travail. Alors, côté entreprise, alors c'est vrai que certes, on peut reprocher à certains enseignants
du secondaire ou universitaire, d'une certaine méconnaissance du monde de l'entreprise, mais aussi on peut reprocher à certaines entreprises de ne pas assez accompagner ou compléter la formation des jeunes aux spécificités des emplois qu'ils proposent. Jamais un système éducatif ne pourra former précisément à tous les emplois existants et encore moins aux emplois futurs. Donc enseigner, c'est avant tout, je vous le rappelle, apprendre à apprendre pour que les jeunes puissent s'adapter à des sociétés qui évoluent en permanence. Il faut également absolument leur développer l'esprit critique. Et là, je rejoins Vincent Giré qui soulignait que une des préoccupations actuelles, c'est la désinformation et l'impact de la désinformation sur la population. Et pour éviter ceci, il faut développer l'esprit critique, voire l'esprit créatif aussi des jeunes pour qu'ils créent leurs entreprises. Et ça, les startups marchent bien, sauf en ce moment, évidemment, ça pose problème. Alors donc, de leur côté, les entreprises doivent développer ce que certaines font déjà, par exemple les graduate programmes. Vous avez quelques entreprises qui offrent ça pour les étudiants ayant fini leurs études. On voit bien que les étudiants ont besoin d'une connaissance de l'entreprise, une connaissance accrue de ses spécificités ou des spécificités des postes. Donc la coopération est indispensable et elle fonctionne, dans certains cas, elle fonctionne très bien. Je vous invite tous à aller voir les programmes de formation à FIJAC, élaborés en coopération avec toute l'industrie aéronautique de la région Grand Toulouse, on va dire. Et ces formations débouchent sur des emplois. Aucun des jeunes qui suit ces formations n'est au chômage. Ce sont des formations relativement courtes. Alors, donc cette coopération, elle existe, mais elle n'existe pas assez. Il faut la développer et pour ce faire, il faut changer les mentalités. Ça, c'est plus lourd et c'est plus lourd. Je terminerai par un petit mot de conclusion, s'il me reste 30 secondes. Il y a une préoccupation que j'ai depuis à peu près une quinzaine d'années sur cette histoire des stages, des systèmes des stages à la française. Autant des stages courts pour des jeunes au début de formation sont utiles pour les aider à comprendre quel genre de travail on peut trouver en entreprise, quelle est leur appétence vis-à-vis de certains métiers. Autant à partir du master, on s'aperçoit que les stagiaires travaillent en entreprise. Ils ne font pas de stage, ils travaillent. Alors la réglementation s'est bien durcie au fil du temps, puisque les stages ne sont plus autorisés après la fin d'un cycle d'études, mais la créativité des uns et des autres fait qu'il existe maintenant des années de césure. Et ces années de césure correspondent à 2 fois 6 mois de stage. Donc on a encore perverti un système qui existe dans le système anglo-saxon, par exemple, les jeunes interrompent leurs études après la licence, l'équivalent de la licence, et puis ils font 1, 2 ou 3 années de césure, et après finissent le master en connaissant mieux ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils veulent faire. Donc il y a des progrès à faire du côté des formations universitaires, du côté des entreprises. Je donnerai juste un chiffre, autant l'alternance débouche à 75% sur un emploi, autant pour les stages, c'est moins de 10%. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Stéphane, si je veux bien prendre le relais. Bonsoir, oui. En fait, je vais essayer d'être bref pour qu'on puisse terminer à temps. Je voulais simplement vous dire que, effectivement, ce qui a été dit aujourd'hui est très très juste. La jeunesse est extrêmement diverse. Et d'ailleurs, pour comprendre les résultats du sondage, il faut comprendre cette diversité. Les perspectives sont pas du tout les mêmes pour les jeunes qui ont terminé un diplôme du supérieur et pour les jeunes qui, malheureusement, ont décroché de leurs études, soit dès le lycée, soit à l'université. Et donc, il faut vraiment garder ça en tête parce que je pense que cette crise, elle va avoir des conséquences effectivement beaucoup plus durables pour ceux qui n'ont pas de diplôme que pour ceux qui ont eu un diplôme, qui vont certainement galérer pendant quelques mois encore ou une année, mais vont finir par arriver, j'espère, à bon port grâce à leur diplôme, surtout dans un contexte où le marché du travail en sortie de crise va se transformer. Et je pense que c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête. Les entreprises vont très probablement accélérer leur effort de digitalisation et leurs investissements dans les techniques digitales.
pour accompagner la transformation qui était déjà là avant la crise, mais surtout aussi pour devenir plus résiliente aux crises futures, parce qu'on a vu que les entreprises qui ont réussi à maintenir la tête de l'eau sont celles qui ont pu se saisir de tous les outils leur permettant de continuer leur activité dans des situations de confinement. Et donc, cette transformation technologique, elle va favoriser les jeunes qui ont fait des études, qui maîtrisent les outils digitaux, qui savent les utiliser dans des contextes très divers, et au contraire, ceux qui n'ont pas de formation et pas d'expérience, les conséquences risquent effectivement d'être beaucoup plus durables en matière d'accès à l'emploi. Alors, le gouvernement français, comme beaucoup de gouvernements, ont mis sur la table pas mal de mesures, des mesures qui visent à protéger l'apprentissage. C'est absolument essentiel parce que c'est une génération entière. Près de 400 000 jeunes sont concernés, et donc le gouvernement a réagi fortement, je pense avec succès, de manière similaire à ce qu'on a vu dans d'autres pays où l'apprentissage est très fort, comme par exemple en Allemagne où c'était la priorité. On a également mis en place des aides forfaitaires pour les jeunes qui n'arrivent pas qui n'ont pas accès à l'assurance chômage, et puis une aide à l'embauche massive pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ont du mal à décrocher leur premier poste. Mais en face de ces moyens financiers considérables, je pense qu'il y a probablement un manque d'accompagnement humain. C'est très très bien de mettre des aides à l'embauche, mais lorsque par exemple les jeunes n'ont pas été formés pour les emplois qui sont encore disponibles sur le marché du travail ou qui vont être ouverts demain, il y a probablement un besoin très fort d'accompagnement du service public de l'emploi, du système de formation pour les aider à acquérir ce qui leur manque pour décrocher le job. Et de ce point de vue, les moyens mis en œuvre dans le service public de l'emploi, les moyens additionnels sont probablement assez limités encore. Un autre exemple, on a ouvert pas mal de places, même beaucoup de places dans les dispositifs de seconde chance, dans la garantie jeune, les écoles de deuxième chance, qui sont pilotées par les missions locales, qui sont aussi alimentées par les plateformes anti-décrochage, mais ces moyens humains, les personnes qui travaillent dans les plateformes anti-décrochage, dans les missions locales, eux ne vont pas augmenter dans les mêmes proportions. Et donc là, on voit bien que pour aller alimenter ces dispositifs, ces nouvelles places dans les dispositifs de deuxième chance, dans les garanties jeunes, il va falloir aller chercher les jeunes qui ont décroché, les jeunes qui sont en grande difficulté, et pour ça, il faut des moyens humains importants. Et de ce point de vue, je pense que la voilure est encore probablement en deçà de ce qui sera nécessaire pour faire décoller et avancer ce navire-là. Et donc, il me semble que vraiment, il va falloir dans les mois qui viennent, essayer de mobiliser très très fortement tous les acteurs qui s'occupent de la jeunesse, les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, les acteurs comme les associations, et également des acteurs qui font beaucoup de placements et d'aide et qui s'intéressent beaucoup aux jeunes, comme par exemple l'intérim, qui est un secteur aujourd'hui sinistré, mais dans lequel il y a énormément de moyens. Tous ces acteurs doivent être mobilisés dans les mois qui viennent pour venir en aide aux jeunes qui vont avoir des difficultés à accéder à l'emploi, notamment les jeunes moins qualifiés. Et donc, il me semble que si on parvient à mettre en œuvre véritablement ces moyens humains pour accompagner les grosses sommes financières qui sont mises sur la table, on pourra véritablement aider ceux qui en ont le plus besoin, qui sont, je le dis, le grand nombre de jeunes qui, à cause de cette crise, ont décroché du système éducatif. Je repasse la parole à Jean-Hervé. Bon, bah écoutez, on va aller aussi rapidement. Je vais faire juste quelques remarques. La première remarque, c'est que je me suis interrogé pendant toute la journée sur la question suivante. Ne sommes-nous pas en retard d'un train? C'est-à-dire que, est-ce que nous ne sommes pas trop tard? Dans la discussion sur la jeunesse, on avait évoqué largement le thème, comme j'ai dit, à Aix-en-Seine. Et dans les faits, je pense que ça arrive à point nommé. Pourquoi? Parce que vraisemblablement l'urgence et j'allais dire la dégradation de la situation de la jeunesse est plutôt devant nous que derrière nous. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle les mois qui viennent vont faire apparaître
de manière très significative une hausse du taux de chômage. Ce matin, Philippe Martin a évoqué l'évolution du taux de chômage qui est passé de 9 à 21%, de 21%, de 19% à 21%. Dans la réalité, on peut avoir dans ce mois qui viennent une accélération, une augmentation très sensible du chômage, de la pauvreté, etc. Donc, nous ne sommes pas en retard, c'est le premier point. Deuxième remarque, je me glisse dans toutes les propositions qui ont été faites par mes deux camarades, par Catherine et Stéphane. Je trouve que ils sont, je me sens très en accord avec eux. Je voudrais juste peut-être ajouter un point ou deux qui vont peut-être non pas modifier le point de vue, mais lui donner un aspect plus politique. Je trouve qu'il y a une chance dans cette opération. On a entendu ce matin le Premier ministre avec beaucoup d'engagement, c'était très sympathique de sa part, mais à aucun moment on a eu le sentiment que la manière dont on a discuté des mesures qui étaient prises pour les jeunes était au fond la traduction d'une société contractuelle. Vous vous souvenez que inlassablement, depuis des années, nous souhaitons tous dans les entreprises, enfin beaucoup de gens, que le monde soit plus contractuel, que la discussion soit au cœur même des débats. Et je pense que sur tout ce qui est proposé, je rappelle pas loin de 7 milliards d'euros, donc c'est quelque chose qui est non négligeable, rejoignant d'ailleurs tout ce que vient de dire Stéphane, c'est que l'aspect financier est très important, mais très largement insuffisant. Il faut absolument, me semble-t-il, qu'on donne une sorte de caractère beaucoup plus contractuel, c'est-à-dire je finance telle opération, mais ceci suppose telle exigence. C'est déjà le cas, par exemple, pour les bourses. Si un jeune a des difficultés ou n'arrive pas à passer un examen, au bout d'un certain temps, sa bourse lui est retirée. Je crois que la proposition que on peut faire, qui consiste en réalité à élargir de manière très forte les moyens financiers pour les jeunes qui ne sont pas au travail ou qui sont soit en train de faire des études, mais avec les difficultés qu'on peut connaître parce qu'ils ne peuvent pas rentrer sur le marché de l'emploi, soit ceux qui sont assez largement désocialisés, à qui on peut proposer des mécanismes de prise en charge, Je crois que la garantie jeune est vraisemblablement le meilleur moyen, mais la garantie jeune, c'est un moyen contractuel, mais un moyen contractuel très compliqué et qui est un moyen contractuel extrêmement rigoureux, c'est bien trop rigoureux. Et donc, si nous voulons donner la possibilité à la jeunesse à la fois de pouvoir passer cette année ou ces 2 années qui viennent de manière, normale, mais en même temps de pouvoir se préparer à un avenir qui est le leur, il faut avoir une contractualisation de l'aide. D'une part, oui, vous avez une garantie jeune, mais où on aurait pu imaginer un RSA jeune, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais la contrepartie, c'est que ceci correspond à un engagement qui est un engagement soit de poursuivre une formation qualifiante, soit de poursuivre, une recherche d'emploi assez significative. Un dernier mot sur les formations qualifiantes. Vous vous souvenez que le chiffre de 200 000, tout à l'heure transformé par le Premier ministre en 100 000, mais peut-être s'agit-il là d'une simple erreur. En tout cas, c'est très important. Ces formations qualifiantes destinées à des jeunes qui ont besoin de pouvoir renforcer leur capital humain pour pouvoir rentrer sur le marché du travail, ces formations qualifiantes ne sont pas encore en place. Alors, on nous les annonce pour le mois de janvier, tant mieux. Le mois de janvier, c'est dans un mois. À ma connaissance, tout ça n'est pas encore bien défini. Et ces formations qualifiantes sont normalement destinées à des secteurs d'activité qui sont les secteurs d'activité de l'avenir. Je dois dire que tout ceci paraît encore bien flou et c'est sûrement un point sur lequel il faut que le gouvernement accélère de manière très forte. Enfin, je pense que les aides qui sont fournies pour favoriser l'emploi des jeunes et leur intégration sur le marché du travail, les fameux 4 000 €, doivent être pérennisés bien au-delà des semaines qui viennent, de la même manière qu'on le fait on pérennise les aides pour les personnes actives. Il faut
le faire de la même manière pour les personnes qui sont, les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Et enfin, j'ai été très frappé de ce que Stéphane a dit il y a un instant. Il a parlé j'allais dire, des emplois, des formations de la seconde chance, qui sont, comme vous le savez, au fond, des manières très intelligentes de prendre des jeunes désocialisés, comme Catherine l'avait évoqué depuis des années, et qui ne vont pas rentrer dans un dispositif traditionnel simplement de reprise de formation traditionnelle. C'est pas juste, je reviens sur le marché de la formation naturellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Je trouve que c'est très bien fait, mais il est évident que tout ceci, je reprends son expression, que la voilure n'y est pas, on n'a pas encore les moyens, on n'y a pas tous les moyens. Et je reprends je crois, une des idées qu'il a développées, que je reprends, non pas à mon compte, mais que je recite. Il faut vraisemblablement mobiliser toutes les forces, et notamment toutes les entreprises qui s'occupent de travail intérimaire, parce qu'elles sont, j'allais dire, très très importantes. Il l'a évoqué par écrit, mais il l'a évoqué là rapidement. Ça signifie que nous ne sortirons pas de ces difficultés si nous n'utilisons pas tous les moyens. Pôle emploi, c'est bien, mais c'est évidemment très insuffisant. Voilà. Donc, nous sommes, je crois, très conscients du fait que cette journée a été utile. Elle va nous permettre peut-être de dire au pouvoir public qu'ils sont sur la bonne voie, mais que c'est encore très dispersé, très insuffisant, que les universités, il faut faire un effort majeur, massif, beaucoup plus important que ce qui est fait aujourd'hui. Et je voudrais terminer évidemment en remerciant tous ceux qui ont bien voulu passer quelques heures en compagnie du Cercle des économistes. C'était évidemment, ces remerciements s'adressent à l'Express, s'adressent à France Info, s'adressent à Toulouse School of Economics qui nous a accueillis, Christian Gollier qui a bien voulu ouvrir, j'allais dire de manière un peu virtuelle, ses portes, et un grand merci à Elab qui a fait un sondage top. Et puis pour ce qui concerne l'équipe qui a fait le programme, c'est l'équipe du Cercle des économistes, mais on ne peut pas ne pas remercier tout particulièrement Zoé Martini et son adjoint qui l'a vraiment beaucoup aidé, enfin toute l'équipe programme. Donc un grand merci à eux, merci à ce que vous avez fait, et je pense que nous aurons peut-être le sentiment d'avoir été très utiles parce que les décisions du gouvernement sont encore tellement floues qu'il y a de la marge pour faire avancer. J'étais en train de rechercher le prénom, pardon, mais ça c'est la caractéristique des aînés. C'était évidemment à Clément que je pensais pour le remercier, qui a donné un gros coup de main à Zoé. Merci à lui, merci à tous, et à notre prochain débat qui aura lieu à Rennes sur les problèmes de désindustrialisation. Merci à tous et bonne soirée.